Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Alors, cette semaine, on parlait avec le journaliste économique Francis Gosselin, puis il me disait que, tu sais, tout le monde parle là, des menaces de Donald Trump, d'augmenter, d'imposer une surtaxe sur les produits canadiens qui arrivent aux États-Unis, et tout le monde panique. Et Francis me dit avec raison, il dit, il y en a un qui garde la tête froide et qui dit, faut pas s'énerver. Il est habitué de japper souvent Donald Trump. On va voir s'il va mordre. On va attendre si vraiment il va agir. C'est François Legault qui était quand même assez calme, qui respirait par le nez, qui prenait ce cool. Là, il est passé de 0 à 22. Avez-vous ça, là? François Legault, il a dit, on va leur couper l'électricité. Hein? On n'enverra plus d'électricité. Voyons, on a besoin de vendre de l'électricité aux États-Unis. Qui va prendre notre électricité? Le Portugal, Christy? On a besoin de vendre notre électricité aux États-Unis. Il dit, on va tout arrêter ça. Alors là, je sais pas, il était trop cool, puis il a pogné un air bien raide. On va en parler un peu plus tard avec Francis Gosselin. S'il y a quelque chose que la vie m'a apprise, parce qu'à 63 ans, j'espère qu'on est plus sage que lorsqu'on avait 20 ans. Hein? On a vu pleuvoir, on a vu neiger, donc je sais des choses que les gens plus jeunes ne savent pas. Je sais que les petits lapins n'aiment pas ça entendre ça. Les petits lapins, ils ont 20 ans, puis ils en savent autant que nous autres, OK? Quand je dis à mon fils, tu sais, mon fils, fiston, j'ai quand même un certain âge, j'ai vu des choses. Non, faut pas dire ça, là. Ils en savent autant, ils vont voir le professeur, puis c'est pas vrai que tu vas me dire que je dois lire ce livre-là. C'est pas ce livre-là que j'ai le goût de lire dans mon examen ou dans mon cours, tout ça. Bref, j'ai 63. Il faut bien qu'il y ait, Christy, un avantage de vieillir. Alors, j'ai appris des choses dans la vie, et une chose que j'ai apprise, c'est que des fois, quand tu demandes une affaire, être poli, c'est pas vrai que ça fonctionne. C'est ce qu'on nous dit, là. À l'école, on nous dit ça. Dans les livres, on nous dit ça. Partout, on nous dit ça. Il faut que tu sois poli, puis il faut que tu le demandes poliment. Puis tu vas voir, tu vas l'avoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, tu peux appeler des fois ton propriétaire, je sais pas, mettons, ta toilette est bloquée ou tu as un problème avec ton robinet. Tu peux appeler ton propriétaire et lui dire « Monsieur Bélanger, c'est parce que j'ai un problème avec mon robinet. Ça fait 2 fois que je vous appelle. Ça serait super gentil et très apprécié si vous veniez nous voir. Monsieur Bélanger va te faire attendre. » Ce qu'il faut que tu fasses, c'est « Hey, le gros jambon! J'ai un beau-frère qui est avocat, puis il m'a te poursuivre en tabarnak si tu viens pas réparer mon robinet demain matin. C'est-tu clair? Puis ma belle-sœur, elle travaille là, dans un endroit rigide du logement, là, puis je te dis, là, elle va te mettre tout nu. Là, soudainement, M. Bélanger va se pointer. Alors, c'est un peu ça que les Américains ont fait pendant des années. Les Américains, ils ont dit au Canada, c'est parce que votre frontière, là, vous la défendez pas ben, votre frontière. Puis ça serait le fun que, tu sais, vous faites un peu plus votre job pour défendre la frontière. Et puis, ça serait bien aussi que vous financiez un peu plus votre armée, tu sais. On aime ça, vous protéger, mais ça serait bien aussi, tu sais, que vous marchiez aussi sur vos 2 jambes, puis que vous financez un petit peu plus votre armée, puis vous faites, tu sais, votre part. Ça fait longtemps. Donald Trump est arrivé et dit « Ma gang de sacraments m'a imposé une surtaxe de 25 % si vous ne faites pas attention à vos frontières. » Là, soudainement, on envoie des hélicoptères, on envoie la police, on va checker la frontière. Ils l'ont demandé poliment. Après ça, ils vont dire « Il est bien bête, Donald Trump. » Dans la vie, être gentil, ça ne fonctionne pas tout le temps. On vous dit ça, les farces. C'est quand tu mets le poing sur la table puis tu lèves la voix, soudainement, tu as ce que tu veux. OK? En anglais, il y a une phrase qui dit « The wheel that squeals get the oil ». Quand tu te promènes avec ton caddie dans l'épicerie, il y a une roue qui fait « C'est cette roue-là que tu vas huiler, pas les autres. Les autres, ils disent rien. Les autres, tu n'en pas. Les autres, t'en prends pas soin. La roue qui fait tu l'huiles. » Alors voilà. Alors, c'est ça qu'il a fait Donald Trump. Il a pogné le téléphone puis il a dit « Ma gang de bozos, là, vous allez payer en tabarnouche si vous ne faites pas le ménage à votre frontière. » « Oui, Monsieur Trump, oui. » Alors voilà, c'est le conseil pour les jeunes. Si vous voulez vous faire entendre, il faut que vous éleviez la voix un peu. Il y a un restaurant à Londres
de pizzeria. Un restaurant de pizza, il offre des pizzas de toutes les sortes. Mais si vous voulez une pizza aux ananas, ça va vous coûter 120$. Pourquoi? Parce que le propriétaire, il haït la pizza aux ananas et trouve que c'est vraiment un scandale. Puis il dit, t'es assez niaiseux pour manger des ananas ta pizza, tu vas payer en tabarnouche. Et là, Max-Émile Sawyer, le recherchiste de l'émission, il aime ça, lui, les ananas dans ta pizza. Pas de farce, Max-Émile. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est totalement légitime de mettre ça. Puis je pense que ceux qui aiment pas ça, je pense qu'ils l'ont pas essayé pour vrai. C'est une barrière psychologique, les ananas. Ben c'est vrai. Ça, c'est vrai, par exemple, tu as raison. J'ai jamais mangé une pizza aux ananas, mais je trouve que c'est un scandale. Être italien, là, je trouve que ce serait la pire affaire au monde. Mais c'est bon. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste des ananas, il y a du jambon aussi. Puis le mélange des deux est surprenamment très efficace. Oui, OK, oui. Jambon, ananas, c'est très bon, mais dans des mets hawaïens, mais pas ça, sac pas ça sur un mets italien. Je te le jure que c'est bon. Demain, j'en emmène en studio. Pizza à l'ananas. Ouais. OK. Et vous, là, mes amis. C'est plate, je serais pas là. Oh! Pizza aux ananas. Non, ça, c'est absolument non. Je suis dans l'équipe de ce propriétaire de cette pizzeria à Londres. Puis mais j'ai quand même entendu, tu sais, toutes les vieilles mamans dire « Mais tu y as-tu goûté? » Il n'y a pas goûté, mais ça me tente pas de goûter. Tant qu'à manger du jambon aux ananas, je préfère manger un vrai jambon aux ananas. Un jambon aux ananas. Je ne mangerai pas une pizza au ragoût de pâte de cochon. Exactement. Ça, c'est bon. Ça doit sûrement exister, ceci dit. Si tu veux voir deux gars se taper sa gueule, va pas au hockey. Va à la boxe. C'est ça. C'est la vraie affaire. Exactement. Et le hockey, c'est des gens qui patinent. C'est pas des gens qui se tapent sa gueule. Alors voilà. Alors, si tu veux manger un jambon aux ananas, aucun problème, c'est super bon, mais sac pas ça sur une pâte à pizza, toi. Alors, bon. Alors, ce qui nous amène aux vraies nouvelles. Mon cher, Alors, je vais faire un petit thème. Moi, tout, la vraie nouvelle. Alors, vas-y. Richard, on commence avec une nouvelle quand même très sérieuse. Il y a une trêve à Gaza, c'est maintenant officiel. Donc, entre Israël et la bande de Gaza, le Hamas, il y a un cessez-le-feu. Ça vient évidemment avec la libération en 2 phases d'otages israéliens qui ont été enlevés, je le rappelle, le 7 octobre 2023 pour la vaste majorité. Donc, ce qui se produit dans ça, c'est que la première phase, il devrait avoir à peu près 33 otages israéliens qui vont être remis, donc évidemment à Israël. C'est majoritairement des femmes et des enfants qui vont être Ça a pris dans cet plus échange-là. d'1 an. 15 mois. Ça a pris 15 mois avant qu'ils disent, mois. ben oui, c'est vrai que détenir des gens en otage comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Ben, il y a quand même un échange de prisonniers qui est fait. Il y a environ 1 millier de Palestiniens qui sont emprisonnés par Israël qui vont être libérés en échange de ces otages-là. Et dans la deuxième Sauf que les phase... prisonniers sont en prison parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Alors que les otages ont été en prison et pris en otage. Ils n'ont rien fait. Oui, c'est vrai, ils sont allés dans un festival de musique, entre autres. Ouh là 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 là. Ouais, le 7 octobre 2023, disons que c'est pas un haut fait de l'humanité. Non. On va le dire comme ça. Donc, il va y avoir une deuxième phase également de remise de prisonniers. Là, ça va comprendre des hommes et des hommes en âge de combattre principalement et le retour malheureusement des gens qui sont décédés. Parce qu'au début, rappelle-toi Richard, on se demandait si dans le premier échange, il y allait avoir des gens décédés, des corps finalement qui allaient faire partie des 33. Là, pour l'instant, ça semble pas être en tout cas, le mais cas. ça va être des gens qui vont être poqués en maudit psychologiquement parce qu'ils ont dû vivre des choses absolument épouvantables. Est-ce que vous croyez que ça va être la fin maintenant et que ça va être la paix éternelle dans cette région du monde? OK, autre nouvelle. Ben, écoute, on a un peu parlé. François Legault qui a un peu levé le ton, un peu beaucoup aujourd'hui. Là, il a même publié une lettre d'opinion et tout ça pour dire, vous savez quoi, c'est pas une bonne idée, vous allez nous laisser tranquilles. Il y a effectivement l'électricité. On pogne le breaker puis on le ferme. Ouais, on ferme le breaker. Puis, tu sais, t'amènes avec justesse, en plus, l'élément, ben, on peut-tu vraiment se priver de l'argent qu'on va envoyer aux Américains? C'est-à-dire que les Américains nous envoient pour l'électricité. Mais il y a une autre chose aussi, c'est l'aluminium. Et là, peut-être qu'on pourrait avoir un petit levier, parce que selon François Legault, on est les seuls pourvoyeurs d'aluminium
aux États-Unis. Donc, si on leur coupe l'aluminium, là, il va peut-être avoir un peu plus de pression. Ils s'en boivent du coke en canette aux États-Unis. Ils ont besoin de notre aluminium. De l'aluminium. Oui. Il y a Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui, lui... Qui se promène avec une casquette et écrit dessus « Canada is not for sale ». Exactement. Basé sur le même modèle que les casquettes de Donald Trump. Les casquettes rouges, la sienne, elle est bleue. Elle a un drapeau du Canada du côté droit et elle a la date de la Confédération du côté gauche. Alors, ça, c'est tout un, je vais le dire en anglais, c'est tout un statement, quand même, de Doug Ford, qui a l'air de porter un peu le flambeau canadien dans toute cette histoire-là. C'est bien de le dire en anglais, parce qu'elle n'est pas bilingue, cette casquette, hein? Elle n'est pas bilingue, effectivement, la casquette, mais si elle l'avait été, je suis pas sûr que Donald Trump aurait pu la lire à ce moment-là. Alors que là, il va au moins voir la photo. Même en anglais, je sais même pas s'il peut la lire, mon Trump. Faudrait vérifier. Sa femme va y expliquer. Chose certaine, c'est que il a l'air d'avoir quand même un certain front commun des premiers ministres. Il y a toutefois la première ministre de l'Alberta qui, elle, n'était pas présente physiquement à la réunion des premiers ministres du Canada pour justement faire face à ça. Je te rappelle que, pas plus tard que la semaine dernière, elle était à Mar-a-Lago pour discuter avec Donald Trump. Il y a eu une photo également qui a été prise d'elle. Elle a dit « Il n'en est pas question. Nous n'allons pas couper l'envoi de pétrole aux États-Unis. » Donc, elle a déjà un peu brisé la belle unité canadienne dans cette affaire-là. Merci beaucoup. En culture, tu vas parler, écoute, les incendies à Los Angeles. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont parties en fumée. Oui, puis ça peut avoir l'air futile parce que, ça brûle depuis le 7 janvier. C'est surtout mon collègue André Sylvain qui apporte évidemment les mises à jour avec, le nombre de morts, le nombre de déplacés. C'est absolument dramatique ce qui se passe à Los Angeles. On n'a pas encore beaucoup parlé des collections. Et attention, il y a des angles morts dans tout sujet. On peut avoir l'impression, en tout cas, peut-être vitement, que c'est une gang de bien nantis qui, pauvres eux, ont perdu 2-3 peintures. Attention. Non, il y a des riches là-dedans qui avaient des collections privées importantes. Là. Et on peut se dire, collection privée, en quoi ça nous affecte? Avez-vous déjà visité un musée? Le nombre d'œuvres auxquels on a accès, nous, grand public, qui sont prêtés par des riches collectionneurs privés. Alors, oui, les œuvres privées appartiennent à un propriétaire unique ou à des sociétés de collection, mais souvent, ces œuvres-là circulent et finalement reviennent à nous, grand public, dans le circuit. Il y a aussi plein d'artistes qui sont domiciliés à Los Angeles. Je lisais le témoignage d'une artiste. Elle, c'est son, entre guillemets, fonds de commerce qui vient de brûler. Cette femme-là, elle est artiste, elle gagne sa vie en peignant. Elle ne pourra pas envoyer ses toiles dans les prochaines expositions à venir. Elle a perdu son gagne-pain et ses archives, finalement. C'est impossible pour l'instant de chiffrer les pertes en termes d'art à Los Angeles. Pour l'instant, aucun musée n'a été la proie des flammes. On surveille toujours le musée Getty qui renferme 125 000 œuvres d'art. Il y a des Rembrandt là-dedans, il y a des Picasso. Pour l'instant... Mais il est assez bien protégé quand même là, pour les incendies. De par son infrastructure, tu as tout à fait raison, André Sylvain, il a été construit, pensé à l'épreuve des flammes, mais parfois il faut se buter au test de la réalité. Ce musée-là, il est situé à peu près à une douzaine de kilomètres de l'un des feux menaçants. C'est pas si proche pour l'instant, mais il reste que là, je voulais plutôt braquer l'éclairage sur les artistes qui ont tout perdu puis qui ont surtout perdu leur revenu. Oui. Il y a quelques mois, j'ai lu un livre fantastique qui s'intitule « Everybody Thought We Were Crazy ». Tout le monde pensait qu'on était fous. C'est sur Dennis Hopper et la maison qu'il avait en 1960 près de Los Angeles dans les années 60. Dennis Hopper était un des plus grands collectionneurs d'art moderne aux États-Unis, le réalisateur et le comédien. Et dans sa maison, il y avait des Jackson Pollock, il y avait des Picasso, il y avait des toiles incroyables. C'était un musée, les gens allaient là puis capotaient bien raide. Il y avait pas un pouce sur ces murs, qu'il n'y avait pas des toiles et tout ça. Donc, c'est un livre absolument passionnant, mais il était en banlieue de Los Angeles. Sa maison, actuellement, elle brûlerait avec toutes les œuvres d'art à l'intérieur. Ouais. Effectivement. Ouais. Non, c'est le genre d'œuvres qu'on aurait pu retrouver à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, dépendamment des prêts. Là. Alors, non, je pense que mondialement, on va être privé d'une collection importante. Puis, oui, ils sont assurés. Ce sont des biens assurables, mais pas remplaçables. Il y a une distinction. Exactement. Merci beaucoup. On se reparle un peu plus tard. On s'en va à la